J'ai passé les 3 derniers mois obsédé par un phénomène dont personne ne veut parler ouvertement. Et quand je dis personne, je n'exagère pas. Ce que j'ai découvert a complètement changé ma façon de comprendre l'histoire urbaine, et je dois vous montrer ça maintenant. Regardez cette photo. C'est un bâtiment à Boston, aux États-Unis. Il semble ordinaire, n'est-ce pas? Mais regardez plus attentivement. Ces fenêtres en bas, ce ne sont pas des soupiraux de ventilation. Ce sont des fenêtres du rez-de-chaussée, enterrées 1,50 m au-dessous du niveau de la rue. Ce bâtiment a été construit avec ses fenêtres au niveau du sol. Mais aujourd'hui, elles sont complètement ensevelies. Et ce n'est pas un cas isolé. C'est un schéma qui se répète dans des dizaines de villes à travers le monde. Et la question à laquelle personne n'arrive à répondre de manière satisfaisante est: pourquoi la moitié des bâtiments sont-ils enterrés? Quand j'ai commencé à enquêter là-dessus, je pensais que c'était juste une curiosité architecturale, peut-être un projet de construction mal planifié, mais plus je cherchais, plus je trouvais. Et plus je trouvais, plus je réalisais que ça n'avait aucun sens. L'histoire officielle dit une chose, mais ce que je vois de mes propres yeux dit tout le contraire. Laissez-moi vous montrer jusqu'où descend véritablement ce labyrinthe. Voici une autre photo de Boston. Regardez cette porte. Elle se situe 1 mètre au-dessous du niveau de la rue. Pour entrer dans ce bâtiment aujourd'hui, vous devez descendre un escalier. Mais observez l'architecture. Cette porte a manifestement été conçue pour être l'entrée principale. L'arche ornementale, les détails en pierre finement travaillés, tout indique que c'était l'accès au niveau du sol. Pourtant, elle est maintenant enterrée. À présent, l'explication habituelle est assez simple. Les historiens affirment qu'entre 1820 et 1850, Boston a connu un vaste projet de surélévation des rues. Officiellement, la municipalité a rehaussé les rues de 1,80 m à 4,50 m pour améliorer l'assainissement, l'évacuation des eaux et prévenir les inondations. Les archives municipales, les rapports d'ingénierie, les photographies historiques, tout existe. Tout documente ce projet. Et en théorie, le mystère est résolu. Sauf un détail. Si c'était un projet d'urbanisme planifié, pourquoi les mêmes motifs apparaissent-ils dans des villes qui n'ont jamais documenté de tels projets? Cette photographie provient d'Istanbul, en Turquie, époque ottomane. Observez cette structure. Toute la façade du rez-de-chaussée est enfouie. Ces fenêtres étaient initialement au premier étage. Aujourd'hui, elles sont enfouies 1,50 m au-dessous du niveau de la rue. L'explication officielle pour Istanbul ressemble à celle de Boston. Aménagement urbain durant la période de modernisation ottomane. Rehaussement des rues pour améliorer le drainage. Logique, n'est-ce pas? Mais attendez. Voici Saint-Pétersbourg, en Russie. Époque impériale. Voyez ce que nous avons ici. Des voûtes enfouies. Des portes menant au sous-sol. Une architecture manifestement conçue pour le niveau de la rue, pourtant aujourd'hui entièrement recouverte. Le récit officiel affirme que la ville a été édifiée sur des zones marécageuses et que le surélèvement délibéré était inévitable. Cela paraît sensé. Sauf qu'une fois de plus, la profondeur reste identique. 1 à 3 mètres. Boston, Istanbul, Saint-Pétersbourg, 3 villes, 3 continents, 3 gouvernements complètement différents. Et exactement le même phénomène architectural. Et ce n'est pas tout. Cette photographie provient de Berlin, en Allemagne. Époque prussienne. Caractéristiques architecturales identiquement enfouies. Profondeur d'enfouissement identique, 1 à 3 mètres. Même décalage entre la conception initiale de la structure et son niveau actuel par rapport à la rue. Les registres urbanistiques allemands mentionnent les modifications de rues lors de l'industrialisation. Là encore, l'explication officielle existe. Néanmoins, c'est la régularité de ce schéma qui m'inquiète. 4 villes, 4 cultures, 4 contextes historiques différents. Et toutes montrent des caractéristiques architecturales enterrées à la même profondeur exacte. Si ces projets étaient indépendants, comment expliquer l'uniformité des résultats? C'est ici que le sujet devient véritablement captivant. À partir des années 2010 et 2020, des communautés en ligne ont commencé à identifier cette structure à l'échelle planétaire. Elles ont formulé une théorie alternative. Une hypothèse que le monde académique refuse d'explorer sérieusement. La théorie du déluge de boue. Le concept fondamental est le suivant. Supposons qu'aux alentours de 1850, une catastrophe mondiale ait eu lieu, ensevelissant des cités entières sous des strates de vase. Et si ces programmes de surélévation des rues n'étaient pas un aménagement prévu, mais plutôt une restauration consécutive à un cataclysme? Avant de rejeter cela d'emblée, laissez-moi vous montrer ce que révèlent les archives photographiques. Voici une photographie d'époque de Boston datant des années 1850.
Les archives officielles prétendent que cette image capture des ouvriers en train de rehausser le niveau de la rue. Des ouvriers ajoutant des couches de terre pour élever le sol. Mais scrutez davantage. Observez les structures en arrière-plan. Elles présentent déjà des éléments enfouis. Les fenêtres de sous-sol sont déjà au-dessous du niveau de la rue. La question devient, surélevait-il réellement les rues ou excavait-il autour de structures qui étaient déjà enterrées? L'interprétation conventionnelle affirme qu'ils surélevaient. La théorie alternative prétend qu'ils excavaient. Honnêtement, en examinant cette photographie, les deux scénarios paraissent plausibles. Voici une photographie d'Istanbul, de l'époque ottomane. Elle documente des voûtes enfouies durant le XIXe siècle. L'interprétation dominante. Des modifications de rues planifiées. L'interprétation alternative, une restauration suite à un événement catastrophique. Une fois encore, la photographie seule ne peut trancher entre les deux. Cependant, elle atteste que les caractéristiques enterrées existent et ont été enregistrées au moment même des faits, au cours du XIXe siècle. Et voici une photographie de Saint-Pétersbourg de l'époque impériale russe. Des fenêtres de sous-sol au niveau de la rue. Des éléments architecturaux enfouis. Ils figurent sur des photographies des années 1860 à 1900. Les photographies ne trompent pas, n'est-ce pas? Elles saisissent la réalité sans interprétation. Toutefois, elles ne nous expliquent pas la raison de l'existence de quelque chose. Elles témoignent seulement qu'il existe. Et c'est là le cœur du mystère. Récapitulons où nous en sommes. Nous possédons des indices visuels concrets. Les structures enfouies existent bel et bien. Ce n'est point discutable. Des photographies d'époque des années 1850 à 1900 en témoignent. Cela également est établi. La vraie question concerne l'interprétation. Le récit officiel affirme « aménagement urbain délibérément planifié ». Les municipalités ont volontairement rehaussé les rues pour l'hygiène, l'évacuation des eaux et la prévention des crues. Les archives municipales, les rapports d'ingénierie ainsi que la documentation contemporaine l'attestent. La théorie alternative propose restauration à la suite d'une catastrophe. Un déluge de boue mondiale vers 1850 aurait englouti les villes sous ses dépôts, et les autorités auraient présenté les travaux d'excavation comme un surélevage, afin d'éviter la panique ou de dissimuler l'événement. Les deux interprétations utilisent les mêmes photos. Les deux pointent vers les mêmes bâtiments. Mais elles racontent des histoires radicalement différentes. Voilà ce qui m'interpelle. Si l'explication officielle est exacte, pourquoi les indices évoquent-ils une restauration plutôt qu'un aménagement? Reconsidérez cette photographie. C'est Boston. Cette fois, concentrez-vous sur les détails architecturaux. Ces gravures décoratives gravées dans la pierre. Ces motifs sophistiqués. Ils reposent à 2 mètres sous le sol, qui décorerait la face externe d'une cave. Les caves constituent des espaces utilitaires dépourvus d'ornements. On n'investit pas de temps ni d'argent à sculpter des ornements en pierre auxquels personne n'aura accès. À moins que ces gravures n'aient jamais été destinées à l'enfouissement. À moins qu'elles aient été pensées pour le niveau de la rue, où le public pouvait les admirer. Et voici une autre singularité troublante. Ces portes, elles donnent accès à des espaces souterrains. Pourtant, examinez leur conception fonctionnelle. Ce sont des portes entièrement élaborées, dotées de poignées, équipées de gonds, munies de chambranles complets. Si ces espaces avaient toujours été des caves, pourquoi y installer des portes complètes menant directement au sous-sol, au-dessous du niveau urbain? L'explication officielle alléguerait transformation après rehaussement. Après le surélèvement des rues, les propriétaires auraient aménagé les espaces souterrains à usage commercial ou habitable. Or, la théorie alternative soutient, ces portes avaient toujours fonctionné au niveau du sol. Un événement les a enfouies, puis elles ont servi de porte d'accès aux caves. Une nouvelle fois, les deux scénarios sont théoriquement concevables. L'un posit un événement catastrophique mondial. L'autre présume une gestion urbaine précise sur plusieurs générations. Voici ma position. Je ne peux vous prescrire une croyance. Ce n'est pas ma responsabilité de vous convaincre de l'une ou de l'autre thèse. Je dois plutôt vous exposer les faits et vous permettre de former votre jugement. Cependant, je peux affirmer ceci. Le motif transcende les frontières. Les éléments enfouis sont tangibles, et les archives photographiques en certifient l'existence en temps réel durant le XIXe siècle. Par conséquent, la question ne porte pas sur l'existence des structures enfouies. Elles existent. La véritable question est, à quoi cela répond-il? Était-ce un aménagement urbain délibérément conçu sur plusieurs décennies, méthodiquement consigné par les autorités locales?
Ou s'agissait-il d'une restauration consécutive à un cataclysme que le récit officiel s'obstine à nier? Et voici ce qui intensifie encore l'intrigue. La technologie photographique a vu le jour en 1839, un an à peine avant l'époque où ce phénomène prétendument survint. Nous disposons donc d'un enregistrement photographique précis du moment des événements, des images d'archives de la Bibliothèque du Congrès, des fonds d'archives européennes, des photographies de l'époque ottomane, des clichés de l'époque impériale russe, tous accessibles en ligne, tous consultables pour quiconque souhaite s'instruire. Et toutes illustrent le même phénomène. Des structures aux traits enfouis, des caractéristiques pensées pour le niveau urbain, pourtant situées à présent 1 à 3 mètres sous la surface. Le constat est établi. C'est seule l'interprétation qui varie. Résumons notre situation. Je vous ai présenté Boston, Istanbul, Saint-Pétersbourg, Berlin. 4 cités, 4 continents, 4 gouvernements distincts. Un phénomène architectural uniforme. Je vous ai exposé des archives photographiques des années 1850 à 1900 qui consignent les traits enfouis dans le moment présent. J'ai formulé l'hypothèse officielle, aménagement urbain intentionnel pour l'assainissement et l'évacuation des eaux. Et j'ai proposé la thèse alternative, restauration suite à un déluge de vases dévastateurs. Les deux s'appuient sur les mêmes indices. Les deux commentent les mêmes photographies. Pourtant, elles narrent des récits radicalement distincts. Or, voici la question que nul dans l'univers académique officiel ne souhaite aborder. Pourquoi ce mystère a-t-il disparu de l'histoire? Si l'explication officielle est fondée, pourquoi manque-t-il de débats académiques transparents sur ce sujet? Pourquoi la théorie alternative est-elle stigmatisée comme du complotisme plutôt que d'être examinée rigoureusement? Si les structures sont réellement enfouies, et si les archives le confirment, pourquoi la discussion publique reste-t-elle muselée? La réponse conventionnelle avancerait, en raison de l'absence de preuves géologiques, puisque le rasoir d'Occam favorise l'explication la plus parcimonieuse. Parce que la thèse alternative exige des indices extraordinaires. Cela se justifie. Néanmoins, la problématique subsiste. Si la preuve visuelle est si manifeste, d'où vient ce silence si éloquent? Je ne suis point ici pour vous prescrire une vérité, je ne détiens pas les réponses définitives. Toutefois, je dispose de photographies, de documents d'époque, de preuves visuelles accessibles à chacun. Et ce que ces indices révèlent, c'est un motif planétaire d'éléments architecturaux enfouis datant du XIXe siècle. Le doute ne porte pas sur l'existence du phénomène. Il existe. La vraie question demeure. À quoi répond-il? C'est là que le sujet revêt son intérêt majeur. Car pour trancher, il faut scruter une seule cité en profondeur. Il faut consulter les archives officielles. Il faut méditer les photographies. Il faut évaluer les interprétations concurrentes. Et c'est Boston qui offre la documentation la plus exhaustive. Voici notre démarche. Avant de nous enfoncer dans le récit officiel, permettez-moi de vous exposer ce que les indices décèlent. Permettez-moi d'explorer les archives municipales, les rapports d'ingénierie, les photographies du chantier, et ensuite, vous me direz. Pensez-vous que cela ressemble à un développement planifié ou à une reconstruction après une catastrophe? Car lorsque j'ai examiné la documentation de Boston des années 1820 à 1850, j'ai trouvé quelque chose qui soit prouve, soit contredit complètement tout ce qu'on nous a enseigné. Le modèle est clair. Boston, Istanbul, Saint-Pétersbourg, Berlin. Toutes montrent le même phénomène, toutes à la même profondeur, toutes durant la même période historique. Mais quand j'ai examiné une ville, Boston dans les années 1850, j'ai trouvé une documentation qui soit valide le récit officiel, soit le détruit complètement. Et voici ce qui me tourmente. La documentation de Boston est complète. Peut-être même trop complète. Parce que si c'était vraiment un projet de développement urbain planifié, pourquoi les photos semblent-elles montrer des excavations autour de bâtiments qui étaient déjà enterrés? Et si c'était une récupération après un désastre, pourquoi les registres officiels sont-ils si méticuleux? Les rues de Boston racontent une histoire dont les historiens ne veulent pas discuter. Et la découverte suivante a fait que tout s'est imbriqué. Ou du moins, elle a rendu les questions encore plus troublantes. Boston est devenu mon terrain d'essai, l'épicentre de mon enquête. Parce que s'il y a un endroit où le récit officiel devrait avoir un sens parfait, ce serait Boston. Ils ont les documents. Ils ont les photos. Ils ont des registres d'urbanisme datant de 1820. Et plus je regardais ces registres, plus une question me hantait. Pourquoi cela semble-t-il trop organisé? Laissez-moi vous montrer ce que j'ai trouvé.
Entre 1820 et 1850, la ville de Boston a réalisé ce qu'ils ont appelé un projet de surélévation des rues. Le but officiel, documenté dans les rapports d'ingénierie de l'époque, était simple. Améliorer le drainage et l'assainissement. Les rues ont été surélevées entre 1, 8 et 4, 5 mètres. 6 à 15 pieds, pour être exact. Pensez-y un instant. Ils ont surélevé des rues entières, des pâtés de maisons complets. Des bâtiments qui avaient auparavant des portes au niveau du sol avaient maintenant des portes 3 mètres au-dessus de la rue. L'explication conventionnelle dit, c'était un développement urbain planifié. Les villes américaines et européennes faisaient cela tout le temps entre 1750 et 1850. C'était une pratique courante pour prévenir les inondations, améliorer les systèmes d'égouts, créer des villes plus saines. Et écoutez, les documents existent. J'ai vu les rapports d'ingénierie. J'ai lu les procès-verbaux des réunions du conseil municipal. Les photos historiques montrent le processus de construction. Tout est parfaitement documenté. Tout est parfaitement expliqué. Sauf un détail dont personne ne veut discuter. Pourquoi les bâtiments étaient-ils déjà enterrés quand ils ont commencé le projet de surélévation? C'est là que j'ai marqué un temps d'arrêt. Quand vous regardez les photos de Boston de 1850, vous voyez des ouvriers autour des bâtiments. Le récit officiel dit qu'ils surélevaient les rues. Mais regardez de plus près. Les bâtiments ont déjà des fenêtres de sous-sol au niveau du sol. Des portes qui ont clairement été conçues pour être des entrées principales sont 3 mètres sous le niveau de la rue actuelle. Alors, qu'en est-il? Était-il en train de surélever les rues ou creusait-il autour de bâtiments qui étaient déjà enterrés? La théorie alternative, celle qu'on appelle le déluge de boue, présente une interprétation différente. Ils disent que ce n'était pas un développement urbain, c'était une reconstruction après une catastrophe. La théorie affirme qu'il y a eu un événement catastrophique vers 1850, un événement qui a enseveli des villes entières sous des mètres de boue. Et quand les autorités ont commencé à nettoyer, elles ont enregistré le processus comme une surélévation des rues, pour éviter la panique. Pensez à l'échelle de la chose. Si vous vouliez cacher une catastrophe mondiale, comment feriez-vous? Simple. Vous documentez la récupération comme s'il s'agissait d'un développement planifié. Et avant que vous ne disiez que c'est trop absurde pour être vrai, laissez-moi vous montrer quelque chose. Les rapports d'ingénierie de Boston de 1820 sont méticuleux. Trop méticuleux. Ils listent chaque bâtiment, chaque rue, chaque phase du projet. Ils décrivent le but, améliorer le drainage, prévenir les maladies transmises par l'eau, moderniser la ville. Tout est parfaitement rationnel. Tout est parfaitement logique. Mais voici la question qui me taraude. Si c'était un développement planifié, pourquoi les bâtiments ont-ils été construits si bas en premier lieu? Réfléchissez-y. Les architectes de Boston dans les années 1790 ont construit des bâtiments avec des portes principales au niveau du sol. Des portes ornées, des entrées décorées, des fenêtres en verre importées. Et ensuite, 3 décennies plus tard, la ville décide. En fait, nous allons surélever toutes les rues de 4-5 mètres. Toutes vos entrées principales, ce sont maintenant des sous-sols. Cela te semble-t-il logique? La théorie officielle répond « Oui, c'est logique. La ville a été construite sur un terrain marécageux. À mesure que Boston s'agrandissait, les problèmes de drainage devenaient critiques. L'eau stagnante provoquait des épidémies de choléra. Surélever les rues était une nécessité de santé publique. Et cette explication fonctionne. Elle est logique. Elle est soutenue par des preuves documentaires. Jusqu'à ce que tu regardes les photos. Image 028. J'ai des photos de Boston datant de 1855. Elles montrent des ouvriers autour des bâtiments. L'interprétation officielle dit « des ouvriers en train de relever le niveau de la rue ». Mais regarde les bâtiments. Les fenêtres du sous-sol sont déjà au niveau de la rue. Les étages inférieurs sont déjà enterrés. Les arches ornementées, qui ont clairement été conçues pour être vues depuis la rue, sont à 3 mètres sous terre. Alors, que montrent vraiment ces photos? Élévation ou excavation? La théorie du déluge de boue affirme « ces photos montrent une récupération ». Elles montrent des ouvriers creusant autour de bâtiments ayant survécu à une catastrophe. Elles montrent le processus pour rendre la ville à nouveau habitable. Et en présentant cela comme une surélévation des rues, les autorités pouvaient expliquer pourquoi des bâtiments entiers étaient enterrés sans provoquer de panique générale. Image 029. Laisse-moi te montrer quelque chose de fascinant concernant le timing. Le projet de surélévation des rues de Boston a commencé vers 1820. Mais l'essentiel des travaux intensifs a eu lieu entre 1840 et 1855. Cette période, autour de 1850,
correspond exactement au moment où les théoriciens du déluge de boue affirment que l'événement catastrophique s'est produit. Est-ce une coïncidence? Ou est-ce précisément ce à quoi on s'attendrait si un désastre mondial avait enseveli des villes et que les gouvernements coordonnaient les efforts de récupération? Image 030. Maintenant, avant que tu ne penses que je défends une théorie au détriment d'une autre, soyons clairs. Ce n'est pas le cas. Je te montre deux interprétations des mêmes preuves. Les deux utilisent les mêmes photos, les mêmes documents, les mêmes bâtiments. L'une dit « développement urbain planifié pour améliorer la santé publique ». L'autre dit « récupération après désastre présenté comme du développement pour éviter la panique ». La question est « quelle interprétation colle le mieux aux preuves physiques que tu peux voir de tes propres yeux ?» Voici quelque chose qui me dérange profondément. Si Boston a vraiment planifié de surélever les rues pour des raisons de santé publique, pourquoi n'ont-ils pas reconstruit les bâtiments? Pourquoi ont-ils laissé des portes principales enterrées à 3 mètres sous terre? Les architectes de l'époque savaient construire des escaliers, des rampes, de nouveaux accès. Si l'on surélevait les rues intentionnellement, ne serait-il pas logique d'adapter les bâtiments en conséquence? Au lieu de cela, que voyons-nous? D'anciennes portes condamnées, des fenêtres ornementées enterrées en sous-sol, des entrées décoratives cachées sous le niveau de la rue. Cela ressemble-t-il à une planification intentionnelle ou à une adaptation forcée? Et ce n'est pas seulement quelques bâtiments, ce sont des quartiers entiers. Des zones complètes de Boston présentent ce schéma. Des fenêtres de sous-sol au niveau de la rue, des étages inférieurs ensevelis, des éléments architecturaux clairement conçus pour être vus, maintenant cachés sous terre. C'est l'échelle de tout cela qui me fait remettre en question le récit officiel. Car s'il s'agissait d'un développement planifié, l'exécution a été extraordinairement inefficace. Ils ont enterré des éléments architecturaux précieux, créé des problèmes structurels pour les bâtiments, forcé les propriétaires à abandonner des étages entiers. Mais si c'était une récupération après un désastre, alors tout prend sens. Tu travailles avec ce qui a survécu. Tu t'adaptes. Tu creuses autour des bâtiments parce que tu n'as pas le choix. Les rapports d'ingénierie de Boston décrivent le projet avec des détails techniques extraordinaires. Ils parlent de remblais, de systèmes de drainage, de calendrier de construction. Mais jamais, nulle part dans ces documents, quelqu'un ne demande « Pourquoi faisons-nous cela de manière si compliquée? Pourquoi ne pas remettre en question la méthode? Pourquoi ne pas documenter les objections des propriétaires dont les entrées principales étaient en train d'être ensevelies ?» L'absence de ces questions est presque aussi révélatrice que la présence de la documentation officielle. C'est comme si tout le monde savait exactement ce qui se passait et pourquoi. Comme s'il y avait une compréhension commune qui n'avait pas besoin d'être expliquée. Et voici ce qui me tourmente. La documentation de Boston est complète. Peut-être trop complète. Car si c'était vraiment un projet de développement urbain planifié, pourquoi les photos semblent-elles montrer des excavations autour de bâtiments qui étaient déjà enterrés? Et si c'était une récupération après désastre, pourquoi les registres officiels sont-ils si méticuleux? La réponse honnête. Je ne sais pas. Mais je sais ceci. Boston n'est pas le seul endroit avec ce schéma. Loin de là. Parce que quand j'ai commencé à regarder d'autres villes, Istanbul, Saint-Pétersbourg, Berlin, j'ai vu exactement le même phénomène. Des villes sur différents continents, des gouvernements différents, des cultures différentes. Toutes avec le même schéma de bâtiments enterrés. Toutes avec des explications officielles sur le développement urbain. Et cela soulève une question bien plus troublante. Si la surélévation des rues de Boston était un développement urbain planifié, pourquoi voyons-nous le schéma exact dans des villes qui affirment n'avoir jamais eu de tels projets? Et cela m'amène à Istanbul. Istanbul, ville ancienne, capitale ottomane pendant des siècles. Des gouvernements complètement différents de Boston. Une culture complètement différente. Une chronologie complètement différente. Et quand je regarde les bâtiments ottomans du 19e siècle, je vois exactement le même phénomène. Fenêtres enterrées, portes enterrées, des étages entiers ensevelis d'1 à 2 mètres sous le niveau de la rue. L'explication officielle. Le développement urbain durant la période de modernisation ottomane. Les rues ont été surélevées pour améliorer le drainage, pour prévenir les inondations, pour créer de meilleurs systèmes sanitaires. Exactement la même explication qu'à Boston. Et voici ce qui me trouble. Les photographies historiques d'Istanbul montrent clairement ce motif. Des bâtiments magnifiques aux éléments architecturaux élaborés, enfouis sous le niveau actuel de la rue. Pourquoi quelqu'un décorerait-il l'extérieur d'un sous-sol?
Pourquoi placer des ouvrages en pierre élaborés sur des murs destinés à être sous terre? À moins que ces éléments n'aient pas été conçus pour être sous terre. Laissez-moi vous montrer Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg. Construite sur des marécages au début du XVIIIe siècle. Ville impériale russe à l'architecture grandiose. Un climat complètement différent de celui de Boston ou d'Istanbul. Et le schéma, identique. Des caractéristiques de sous-sol visibles au niveau de la rue. Des fenêtres conçues pour la lumière naturelle, enterrées d'1 à 3 mètres dans le sol. Des portes qui mènent désormais vers des espaces souterrains. Le récit officiel affirme que la ville a été intentionnellement surélevée, car elle a été construite sur des terres marécageuses. Que les surélévations faisaient partie de la planification urbaine d'origine. Mais les photographies de l'ère tsariste racontent une autre histoire. Elles montrent des bâtiments à la symétrie architecturale parfaite, sauf que l'étage inférieur est enterré. Elles montrent des entrées ornementées qui nécessitent maintenant des escaliers descendants plutôt que montants. Elles montrent un schéma qui ressemble beaucoup moins à une construction intentionnelle et beaucoup plus à une adaptation après coup. La théorie alternative suggère quelque chose de différent. Que ces bâtiments ont survécu à un événement catastrophique. Que la ville a été reconstruite autour des survivants. Que ce que nous voyons n'est pas du développement urbain, mais une reconstruction après un désastre. Et cela m'amène à Berlin. Berlin, capitale prussienne. Centre de la planification urbaine allemande pendant l'industrialisation. Connu pour sa précision, pour son ingénierie méticuleuse, pour ses archives historiques détaillées. Et pourtant, des étages entiers de bâtiments de l'ère prussienne, enterrés d'1 à 3 mètres, sous le niveau de la rue moderne. Les registres de l'urbanisme allemand documentent des modifications de rues pour s'adapter à l'industrialisation, pour créer des systèmes de transport, pour moderniser les infrastructures. Mais les registres n'expliquent pas pourquoi tant de bâtiments présentent ce même schéma spécifique d'enfouissement. 1 à 3 mètres. Toujours 1 à 3 mètres. La même profondeur qu'à Boston. La même profondeur qu'à Istanbul. La même profondeur qu'à Saint-Pétersbourg. Et voici ce que je ne peux pas ignorer. Ces villes n'ont pas partagé les mêmes architectes, ni les mêmes ingénieurs, ni les mêmes gouvernements. Boston a été surélevé entre les années 1820 et 1850 pour des raisons sanitaires. Istanbul a été modifié lors de la modernisation ottomane. Saint-Pétersbourg a été construite sur des terres marécageuses. Berlin a été adapté pour l'industrialisation. Des explications différentes, des raisons différentes, des chronologies différentes, mais un résultat identique. Des éléments architecturaux enterrés d'1 à 3 mètres, des fenêtres conçues pour le niveau du sol maintenant sous terre, des portes qui mènent vers le bas au lieu d'être de plein pied. 4 villes, 4 continents, 4 gouvernements différents, phénomènes identiques. Et cela soulève la question qui continue de me tourmenter. S'il s'agissait de projets de développement urbain indépendants, pourquoi les résultats sont-ils si précisément cohérents? Pourquoi la même profondeur d'enfouissement? Pourquoi le même schéma de caractéristiques architecturales affectées? Le hasard suggère la variation, le développement indépendant suggère des différences. Mais ce n'est pas ce que nous voyons l'uniformité. Et la théorie alternative, la théorie du déluge de boue, offre une explication différente à cette uniformité. Que vers 1850, quelque chose s'est produit. Quelque chose de mondial. Quelque chose qui a laissé des dépôts de boue uniformes sur plusieurs continents. Que ce que nous voyons, ce ne sont pas de multiples projets de développement urbain ayant fortuitement produit des résultats identiques. Mais le rétablissement après un événement catastrophique unique. Que les archives historiques documentant la surélévation des rues ne sont pas des histoires de développement, mais des histoires de reconstruction. Que l'échelle de la modification urbaine que nous observons dans toutes ces villes n'a pas été planifiée à l'avance. Elle n'a pas été rendue nécessaire après coup. Certes, l'explication conventionnelle a de la documentation. Elle a des registres d'urbanisme. Elle a des rapports d'ingénierie contemporains. Mais la théorie alternative pose une question valable. Si c'étaient des projets indépendants, pourquoi ont-ils laissé des motifs identiques? Et c'est là que les photographies historiques deviennent critiques. Parce que les photographies des années 1850 à 1900 capturent quelque chose d'intéressant. Elles montrent des processus de construction. Elles montrent des ouvriers. Elles montrent des modifications apportées aux rues. Mais montrent-elles des ouvriers surélevant les rues ou creusant autour de bâtiments déjà enterrés? Montrent-elles une nouvelle construction ou l'adaptation de structures existantes? Et cette distinction change tout. Car si les photos montrent des ouvriers élevant le niveau des rues autour de bâtiments existants, cela soutient le récit du développement urbain. Mais si elles montrent des ouvriers s'adaptant à des bâtiments qui étaient déjà partiellement enterrés,
Cela soutient la théorie de la reconstruction post-catastrophe. Et quand je regarde ces photographies avec attention, quand j'examine les détails, quand je compare de multiples images de multiples villes, je vois quelque chose que les historiens ne parviennent pas à expliquer facilement. Je vois des caractéristiques architecturales qui semblent avoir été conçues pour le niveau du sol, et non pour être enterrées. Je vois des ornements dans des zones qui sont maintenant souterraines, mais qui montrent une usure cohérente avec une exposition à l'air, pas un enfouissement à long terme. Je vois des modèles de construction suggérant que ces bâtiments ont été érigés comme des structures unifiées, et non comme des structures planifiées pour avoir leurs étages inférieurs enterrés. Et voici la question la plus troublante. Les explications officielles sont documentées. La preuve visuelle est indéniable. Mais quand j'examine des photographies des années 1850, exactement au moment où cet événement est supposé s'être produit, je vois quelque chose qui change tout. Car ces photographies ne montrent pas seulement des rues en cours de modification. Elles révèlent un schéma d'adaptation qui ressemble bien moins à un développement planifié qu'à une réponse d'urgence. Des ouvriers ne se contentant pas de surélever les rues, mais reconstruisant des entrées, créant de nouveaux escaliers, adaptant des bâtiments existants au nouveau niveau de rue. Et ce qui rend cela fascinant, c'est l'échelle. Cela ne s'est pas produit sur quelques bâtiments. C'est arrivé dans des quartiers entiers, dans des villes entières, dans de multiples villes, sur plusieurs continents, dans un laps de temps remarquablement court, entre 1750 et 1850. Un siècle de modification urbaine massive qui a produit des résultats identiques dans des cultures qui ne partageaient pas les mêmes urbanistes. Qu'est-ce qui explique cela? Un développement urbain indépendant qui a coïncidé pour produire des résultats identiques? Ou une récupération coordonnée après un événement catastrophique ayant touché plusieurs régions? Je ne peux pas dire quelle interprétation est la bonne. Mais je peux dire ceci. Le schéma est réel. La preuve physique existe. Les photographies documentent l'ampleur de la modification. Et quand j'examine ces preuves avec attention, quand je compare les explications officielles avec ce que je vois réellement sur les images, je vois quelque chose qui ne cadre parfaitement avec aucune narration simple. Les explications officielles ont de la documentation, mais elles ont aussi des lacunes. La théorie alternative présente une cohérence de schéma, mais elle manque de preuves géologiques directes. Et cela me laisse avec une question. Si la vérité se situe quelque part entre les explications officielles et la théorie alternative, que s'est-il vraiment passé en 1850? Et pourquoi les photographies de cette période montrent-elles quelque chose que les historiens ne peuvent pas expliquer complètement? Les photographies ne mentent pas. Ou peut-être révèlent-elles ce que les historiens préfèrent ignorer? Laissez-moi vous montrer à quel point cela devient encore plus étrange. Quand j'ai commencé à examiner des photographies du 19e siècle, je m'attendais à trouver quelques images floues pouvant être interprétées de diverses manières. Ce que j'ai trouvé était complètement différent. Des images claires, détaillées, sans équivoque. Et toutes montraient la même chose. Des bâtiments construits pour le niveau du sol. Enterrés. Commençons par Boston. Les photographies historiques de Boston des années 1850 sont fascinantes car elles documentent exactement la période où ce phénomène se produisait. La technologie photographique a été inventée en 1839. Le timing parfait pour capturer la vérité sans filtre. Regardez cette image de 1853. Elle montre des ouvriers dans une rue de Boston pendant ce que les registres officiels appellent un projet de surélévation des rues. L'interprétation conventionnelle dit que ces ouvriers élèvent le niveau de la rue, ajoutant de la terre, construisant vers le haut. Mais regardez de plus près. Regardez les bâtiments en arrière-plan. Ces fenêtres au niveau de ce qui sera la nouvelle rue. Elles ont une ornementation détaillée, des cadres élaborés. Le genre de décoration que l'on met sur des fenêtres principales, pas sur des sous-sols sombres. Et voici la question qui me tourmente. Si ces ouvriers élèvent la rue, pourquoi les bâtiments ont-ils déjà des caractéristiques architecturales enterrées sous ce qui sera le nouveau niveau du sol? L'explication conventionnelle dirait que ces bâtiments ont été construits avant le projet de surélévation, avec leurs entrées au niveau du sol d'origine, et qu'ensuite la ville a décidé de tout remonter. Une simple planification urbaine. Mais la théorie alternative dit autre chose. Regardez ces ouvriers. Ils creusent autour de bâtiments qui étaient déjà enterrés. Ce n'est pas de la construction, c'est de la récupération. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Une photographie peut être interprétée de deux manières. C'est une remarque juste. Alors, regardons d'autres preuves. Ceci est une photographie d'Istanbul de la période ottomane, prise dans les années 1880. Elle montre une arche enterrée, clairement visible au niveau de la rue.
L'arche possède des détails ornementaux complexes. Un travail de la pierre qui aurait pris des mois à sculpter. Question. Pourquoi décorer une arche qui sera enterrée 2 mètres sous terre? Si c'était intentionnel, si les urbanistes savaient qu'ils allaient surélever les rues, pourquoi les constructeurs d'origine perdraient-ils du temps et des ressources à décorer des éléments que personne ne verrait? La réponse conventionnelle dit que ces arches étaient à l'origine des entrées au niveau du sol, et que les modifications urbaines ultérieures les ont enterrées. Un développement progressif sur des décennies. La théorie alternative dit que ces arches ont été trouvées enterrées, et que les gens ont simplement construit par-dessus. Direction Saint-Pétersbourg. L'Empire russe. Les années 1890. Cette photo montre un bâtiment impérial, avec ce qui ressemble clairement à des fenêtres de sous-sol au niveau de la rue. Mais regardez le style architectural. Ces fenêtres ont le même design, la même qualité de construction, les mêmes matériaux que les étages supérieurs. S'il s'agissait à l'origine de caves, pourquoi les faire ressembler exactement au reste du bâtiment? Les caves n'ont généralement pas cette qualité de finition. Elles sont fonctionnelles, pas décoratives. Et c'est là que ça devient vraiment intriguant. À Berlin, période prussienne, début des années 1900, il y a des photos montrant la même profondeur d'enfouissement. 1 à 3 mètres. La même cohérence dans différentes villes, différents gouvernements, différents continents. Mais ce sont les anomalies au sein des anomalies qui m'interpellent. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Cette photo de Boston, prise en 1856, montre une porte. Une porte ornée, avec des sculptures élaborées, des ferrures décoratives. Le genre de porte que l'on place à l'entrée principale d'un bâtiment important. Cette porte se trouve à 2 mètres sous le niveau de la rue. Or, l'explication conventionnelle dirait qu'il s'agissait d'une entrée de cave, et que les propriétaires du bâtiment l'ont simplement décorée. Mais réfléchissez-y. Pourquoi dépenser de l'argent pour décorer une entrée de cave? Les caves servaient au stockage. Charbon. Provisions. Ce n'étaient pas des entrées d'apparat. Et il y a plus. Regardez l'usure des marches menant à cette porte. Une usure profonde. Le type d'usure qui provient de décennies, peut-être de siècles, de passages constants de piétons. Cela ne ressemble pas à une entrée de cave rarement utilisée. Cela ressemble à une entrée principale très fréquentée. Creusons un peu plus. Cette photo de Saint-Pétersbourg, 1895, montre quelque chose d'extraordinaire. Un bâtiment avec 2 ensembles complets de fenêtres de premier étage. Un ensemble au niveau de la rue moderne. Et un autre ensemble, identique en style et en construction, 1,5 m plus bas. L'explication conventionnelle devrait soutenir que les constructeurs d'origine, pour une raison quelconque, ont décidé de créer un faux étage en sous-sol. Des fenêtres décoratives qui ne mènent nulle part. Juste pour l'esthétique. Est-ce que cela a du sens? Construire des fenêtres coûteuses et élaborées pour les enterrer délibérément? La théorie alternative offre une explication plus simple. Ce n'étaient pas des fenêtres de cave, c'était des fenêtres du premier étage, et ensuite, quelque chose les a ensevelies. Et puis, il y a les photos qui montrent une cohérence architecturale entre les étages enterrés et les étages au-dessus du sol. Regardez cette image d'Istanbul, fin de la période ottomane. Le bâtiment montre 3 niveaux visibles au-dessus du sol, et, à travers une section excavée, on peut voir 2 niveaux supplémentaires en dessous. Voici ce qui est fascinant. Le style architectural est identique. La qualité de la construction, identique. Les matériaux, les mêmes. L'ornementation, elle correspond parfaitement. Si ces niveaux inférieurs étaient des caves, s'ils ont été conçus pour être sous terre dès le départ, pourquoi les constructeurs les ont-ils fait ressembler exactement aux étages principaux? Ce n'est pas ainsi que l'on construit des caves. Les caves sont fonctionnelles, simplifiées, bon marché. Ces étages enterrés montrent la même attention aux détails, le même investissement dans des matériaux de qualité, la même fierté architecturale que les étages supérieurs. Et c'est vrai dans toutes les villes que j'ai examinées. Boston, Istanbul, Saint-Pétersbourg, Berlin, Paris, Londres. Chacune montre le même schéma. Des caractéristiques architecturales élaborées, enterrées à 1 à 3 mètres sous le niveau actuel de la rue. Des caractéristiques qui semblent avoir été conçues pour être vues, appréciées, utilisées au niveau du sol. Maintenant, soyons clairs. Je suis conscient de l'explication conventionnelle. Les villes ont surélevé leurs rues entre 1750 et 1850 pour améliorer l'assainissement, le drainage, le contrôle des inondations. C'est documenté. Les registres existent, je ne le nie pas.
Ce que je demande, c'est ceci. Toutes les photos que j'ai examinées montrent des bâtiments qui semblent avoir été conçus pour le niveau du sol qui est maintenant enterré. Les portes ornées, les fenêtres décorées, la cohérence architecturale entre les étages enterrés et ceux au-dessus du sol. Si la surélévation des rues était planifiée, si les constructeurs savaient que ces éléments seraient enterrés, pourquoi ont-ils consacré autant d'efforts à les décorer? Et voici une autre chose qui me dérange. Ces photos de Boston des années 1850 montrent les travaux de surélévation des rues en cours. Mais regardez attentivement ce que font les ouvriers. Sur certaines images, on dirait qu'ils ajoutent de la terre, qu'ils rehaussent le niveau. Mais sur d'autres, on dirait qu'ils excavent, qu'ils nettoient, qu'ils enlèvent les sédiments accumulés autour de bâtiments qui étaient déjà partiellement enterrés. La même photo peut être interprétée de deux manières complètement différentes, selon ce que vous pensez qu'il s'est passé. Si vous croyez à l'explication conventionnelle, vous voyez le développement urbain, la construction, le progrès. Si vous considérez la théorie alternative, vous voyez la récupération, l'excavation, la reconstruction après une catastrophe. Et les deux interprétations collent avec les preuves visuelles. Mais il y a quelque chose dans les photos que l'explication conventionnelle a du mal à aborder. L'échelle. Regardez cette photo de Boston de 1854. Elle montre des pâtés de maisons entiers, tous avec des caractéristiques enterrées. Pas seulement un ou deux bâtiments, des quartiers entiers, des dizaines de structures. S'il s'agissait d'un développement urbain planifié, cela aurait exigé une coordination massive. Chaque propriétaire d'immeuble aurait dû accepter que ses entrées principales soient enterrées. Chaque commerce aurait dû s'adapter. Toute l'infrastructure de la ville aurait dû changer simultanément. Est-ce possible? Oui. Les archives disent que cela s'est passé exactement comme ça. Mais c'est aussi extraordinairement complexe. Le genre de projet qui prendrait des décennies de planification, des approbations de financement massives et une coopération sans précédent entre intérêts privés et publics. La théorie alternative offre une explication différente. Si une catastrophe avait enterré ces bâtiments, aucune coordination n'aurait été nécessaire. Tout le monde aurait été confronté au même problème. La reconstruction aurait été universelle car les dégâts étaient universels. Est-ce que je dis que la théorie alternative est correcte? Non. Je dis que les photographies soulèvent des questions qui méritent d'être posées. Et voici la chose la plus étrange de toutes. Vous pouvez examiner ces photos vous-même. Elles se trouvent dans des archives publiques. La Bibliothèque du Congrès, les archives nationales européennes, les collections historiques russes, toutes disponibles en ligne. Regardez-les, examinez les preuves. Et ensuite, demandez-vous. Que voyez-vous? Voyez-vous un développement urbain? Ou voyez-vous une reconstruction? Voyez-vous une construction planifiée? Ou voyez-vous une adaptation après un événement? Car voici ce que je vois. Chaque photo que j'ai examinée montre la même chose. Des bâtiments conçus pour le niveau du sol. Enterrés. Et si l'explication conventionnelle est correcte, s'il s'agissait d'un développement urbain délibéré, alors pourquoi les preuves ressemblent-elles tant à une reconstruction plutôt qu'à un développement? Les rues ont-elles été surélevées? Les archives disent que oui. Mais les bâtiments ont-ils été construits en sachant qu'ils seraient enterrés? Ou les bâtiments étaient-ils déjà enterrés lorsque les travaux de surélévation ont commencé? C'est la question à laquelle les photos ne peuvent pas répondre seules. Mais elles peuvent nous montrer ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est ceci. Entre 1820 et 1850, des villes du monde entier ont dû composer avec des bâtiments dont les caractéristiques architecturales élaborées étaient enterrés à 1 ou 3 mètres sous le niveau de la rue. L'explication conventionnelle dit qu'il s'agissait de planification urbaine. La théorie alternative dit qu'il s'agissait d'une reconstruction après catastrophe. Et les deux interprétations doivent expliquer le même fait central. Des bâtiments avec des portes ornées, des fenêtres décorées et une cohérence architecturale totale entre les étages enterrés et ceux au-dessus du sol. Nous avons vu les villes. Nous avons examiné les documents. Nous avons analysé les photos. Les preuves sont claires. Alors pourquoi l'histoire conventionnelle ne reconnaît-elle pas ce mystère? Pourquoi quelque chose d'aussi visible, d'aussi documenté, d'aussi globalement cohérent est-il traité comme rien de plus qu'une note de bas de page dans l'histoire urbaine? C'est la question inconfortable à laquelle nous devons faire face. Car si l'explication conventionnelle est complète, s'il n'y a pas de mystère ici, alors pourquoi les photos montrent-elles quelque chose que tant de gens trouvent si troublant? Et s'il y a autre chose dans cette histoire, quelque chose que le récit conventionnel ne raconte pas, alors qu'est-ce que c'est? Et pourquoi cela serait-il laissé de côté? Nous avons vu les villes, nous avons examiné les documents, nous avons analysé les photos. Maintenant,
Parlons de la question qui fâche. Pourquoi ce mystère a-t-il été effacé de l'histoire? Les preuves existent. Je les ai vues. Vous aussi, probablement. Bâtiments enterrés à Boston. Arches ottomanes souterraines à Istanbul. Fenêtres de caves transformées en sous-sol à Saint-Pétersbourg. Des photographies du 19e siècle qui documentent tout cela, disponibles gratuitement dans les archives nationales. Alors, pourquoi cela ne figure-t-il pas dans les livres d'histoire? Pourquoi la théorie du déluge de boue est-elle rejetée comme une conspiration, au lieu d'être étudiée académiquement? Le mystère est réel, le silence est plus fort. Commençons par une évidence. Quand j'ai cherché ce sujet dans les bases de données académiques, j'ai trouvé, à presque rien, aucun article évalué par des pairs sur la théorie du déluge de boue. Aucune enquête géologique sur des dépôts de boue mondiaux de 1850. Aucune analyse archéologique sur des caractéristiques architecturales enterrées comme preuve potentielle de catastrophe. L'archéologie dominante a une position claire. Les modifications des rues sont documentées. Nous savons quand Boston a surélevé ses rues. Nous savons pourquoi. Assainissement, drainage, prévention des inondations. Les registres sont là. Les photos de construction montrent des ouvriers relevant délibérément le niveau des rues. Le rasoir d'Occam. L'explication la plus simple est généralement la bonne. Développement urbain documenté contre catastrophe mondiale non documentée. Affaire classée. Mais, et c'est la question qui me tourmente, est-ce vraiment si simple? Car lorsque j'ai interrogé des historiens de l'urbanisme spécialisés, ils ont dit quelque chose d'intéressant. Ils ont dit que, oui, le soulèvement des rues est documenté. Mais l'échelle, la coordination entre différentes villes, différents continents, différents gouvernements, tout cela se produisant dans la même période. C'est plus inhabituel qu'on ne l'admet. Un historien m'a dit, officieusement, ce n'est pas que la théorie du déluge de boue soit impossible. C'est qu'il n'y a pas de preuve géologique pour la soutenir. Et sans cette preuve physique, sans cette couche de boue dans les carottes sédimentaires, sans ce registre stratigraphique, il n'y a pas de recherche à faire, pas de preuves, pas de recherche, pas de discussion académique, pas de place dans les livres d'histoire. C'est une logique parfaitement raisonnable. Jusqu'à ce que nous commencions à demander, et si la preuve existait, mais que nous ne l'avions pas cherchée aux bons endroits. C'est là que les théoriciens alternatifs entrent en scène. Et ils ont des arguments qui méritent d'être considérés. Voici ce qu'ils disent. L'absence de preuve est présentée comme une preuve d'absence. Ils affirment que les géologues n'ont pas trouvé de couche de boue parce qu'ils ne cherchaient pas le bon type de dépôt, ou parce que les couches ont été mal interprétées comme étant autre chose, ou encore parce que l'échelle temporelle proposée était fausse dès le départ. Ils citent des exemples d'autres théories rejetées comme des complots, puis validées. La tectonique des plaques, les impacts d'astéroïdes causant des extinctions de masse, des civilisations humaines plus anciennes qu'on ne le pensait. Toutes ont commencé comme des idées marginales, rejetées par le monde universitaire dominant, jusqu'à ce que des preuves indéniables forcent une réévaluation. Et ils posent cette question troublante. Qu'est-ce qui pourrait encore être caché à la vue de tous? Maintenant, soyons clairs. Cela ne signifie pas que la théorie du déluge de boue est correcte. Cela signifie que la question de savoir pourquoi elle n'est pas étudiée académiquement est, en elle-même, intéressante. Car le schéma existe. Les allégations de suppression narrative existent. Et il y a des précédents historiques légitimes de récits qui ont été effacés ou minimisés. Prenons l'histoire des Amérindiens dans les écoles nord-américaines. Pendant des décennies, les programmes scolaires ont minimisé ou complètement omis les génocides, les déplacements forcés, la destruction culturelle. Non pas parce que les faits n'existaient pas, mais parce que le récit ne s'alignait pas avec l'histoire nationale préférée, ou l'histoire de la médecine européenne. Pendant des siècles, les contributions des civilisations islamiques, africaines et asiatiques ont été effacées des textes médicaux occidentaux, présentant le progrès médical comme exclusivement européen. Ou l'histoire des femmes scientifiques, Rosalind Franklin, Liz Meitner, Xianxiong Wu. Des contributions fondamentales à la science moderne, initialement créditées à des collègues masculins, effacées des livres d'histoire populaire. Les récits peuvent être contrôlés. Les faits peuvent être omis. Pas par une conspiration active, mais par un biais de confirmation collectif, des priorités académiques, et ce que Thomas Kuhn appelait des changements de paradigme, la réticence des institutions établies à remettre en question les modèles fondamentaux. Alors, qui décide quelle histoire est acceptable? Quel mystère mérite une enquête?
Quelles anomalies garantissent un financement de recherche? Ce sont des questions sociales, pas scientifiques. Et elles pointent vers quelque chose de plus profond que de simples bâtiments enterrés. Elles soulignent la résilience de la vérité. Que la théorie du déluge de boue soit littérale ou métaphorique, il y a quelque chose de puissant dans les récits cachés qui refont surface à travers des preuves physiques. Car peu importe ce que disent les livres d'histoire, les bâtiments sont toujours là. Les fenêtres enterrées, les portes souterraines, les photographies de 1850, non filtrées par une interprétation ultérieure. Et maintenant, grâce à Internet, grâce aux archives numérisées, grâce aux communautés en ligne qui partagent des observations de différentes villes, différents pays, différents continents, le récit refait surface. Pas par les canaux officiels, pas par des publications évaluées par des pairs, mais par la recherche indépendante. Des gens comme vous et moi, examinant les mêmes preuves que voient les historiens et posant des questions différentes. Cela dérange certaines personnes, particulièrement les universitaires qui ont passé des carrières entières à construire des modèles spécifiques d'histoire urbaine. Et ils ont des arguments valables. Ils disent « Les théories alternatives exigent des preuves extraordinaires ». Et ils ont raison. La charge de la preuve incombe aux théoriciens du déluge de boue, pas au monde universitaire dominant. Ils disent « Le consensus géologique est clair. Il n'y a pas de dépôt de couches de boue compatible avec une catastrophe mondiale. » Et c'est factuel. Jusqu'à présent, aucune preuve géologique convaincante n'a été présentée pour soutenir un déluge de boue mondial en 1850. Ils disent « La documentation sur l'urbanisme est vaste. Nous avons des archives contemporaines expliquant le surélèvement des rues, des rapports d'ingénierie, des procès-verbaux de réunions du conseil municipal, des articles de journaux. » Et c'est aussi vrai. Le récit dominant n'est pas inventé, il est documenté. Le rasoir d'Occam s'applique. Explication simple, développement délibéré. Explication complexe, catastrophe mondiale suivie d'une dissimulation coordonnée entre plusieurs gouvernements pendant des générations. Vu comme ça, le choix semble évident. Mais il existe une troisième possibilité. Une possibilité qui pourrait échapper aussi bien aux courants dominants qu'aux théoriciens alternatifs. Et si les deux récits étaient partiellement vrais? Et s'il y avait eu des événements localisés, des inondations graves, des dépôts de sédiments, des catastrophes naturelles ayant enseveli des parties de villes, et que des projets de développement urbain avaient ensuite été mis en œuvre en réponse? Et si la documentation historique était réelle, mais que la motivation derrière elle était plus complexe que nous ne l'admettons? Cela ne nécessite pas de complot. Cela nécessite simplement de reconnaître que les récits officiels simplifient souvent des réalités complexes. Car voici ce que j'ai observé en enquêtant là-dessus. Les historiens urbains admettent volontiers que les villes ont surélevé les rues. Mais quand on demande pourquoi exactement, soudain, il y a moins de certitude. Oui, l'assainissement. Oui, le drainage. Mais il y a aussi des références vagues à des conditions préexistantes, des problèmes d'inondation, des bâtiments s'enfonçant dans le sol, s'enfonçant. Ce mot apparaît plus souvent qu'on ne pourrait s'y attendre. Et quand on regarde les photos de construction, c'est intéressant. Certaines montrent clairement des ouvriers en train de surélever les rues. Mais d'autres montrent des ouvriers creusant autour des bâtiments. Comme si les bâtiments étaient déjà partiellement enterrés, et que le travail consistait à exposer les fondations. Quelle interprétation est la bonne? Peut-être les deux. Tout dépend de la ville, de la période spécifique, des conditions locales. Mais cette nuance n'apparaît pas dans les livres d'histoire. Ni dans le récit dominant, qui présente la surélévation des rues comme purement planifiée, ni dans la théorie du déluge de boue, qui présente tout comme une catastrophe mondiale. La réalité pourrait être plus complexe, et c'est peut-être pour cela qu'il n'y a pas de recherche universitaire à ce sujet. Non pas parce qu'il y a un complot pour supprimer la vérité, mais parce que la vérité ne s'inscrit parfaitement dans aucun récit. Et cela me ramène à la question initiale. Pourquoi ce mystère a-t-il été effacé de l'histoire? Peut-être n'a-t-il pas été délibérément effacé. Peut-être a-t-il été simplifié. Réduit à un récit gérable. Développement urbain ou catastrophe. Faites votre choix. Mais les bâtiments ne nous permettent pas d'en choisir un seul. Ils nous montrent quelque chose de plus complexe. Quelque chose qui exige que nous regardions de plus près. Que nous posions plus de questions. Que nous exigions plus que le simple récit officiel ou la théorie alternative. C'est là une véritable prise de pouvoir. Non pas par la croyance aveugle en une quelconque interprétation,
mais par l'accès aux mêmes preuves que celles dont disposent les historiens, les géologues et les archéologues, et par la liberté de poser nos propres questions. Car voici la vérité libératrice. Pas besoin d'un doctorat pour examiner une photo de 1850. Pas besoin de financement de recherche pour observer des fenêtres de sous-sol enterrées dans votre propre ville. Pas besoin d'approbation institutionnelle pour remettre en question les récits. Vous avez juste besoin de vos yeux et de la volonté de voir ce qui est vraiment là. Les experts ont leurs explications. Les urbanistes parlent de développement planifié. Les théoriciens alternatifs parlent d'un déluge de boue catastrophique. Et les deux camps présentent des preuves. Mais voici ce qu'aucun des deux camps ne peut nier. Les bâtiments sont enterrés. Les photos sont réelles. Le schéma existe dans plusieurs villes, sur plusieurs continents, à plusieurs époques. Et cela, quelle que soit l'explication, c'est remarquable. Il est remarquable que la moitié des bâtiments de Boston reposent sur des étages enterrés. Il est remarquable qu'Istanbul possède des arches ottomanes 1,50 m sous le niveau de la rue. Il est remarquable que Saint-Pétersbourg ait des fenêtres de sous-sol qui étaient autrefois des entrées au niveau du sol. Il est remarquable que Berlin, Paris, Londres, des villes du monde entier présentent le même schéma. Et il est remarquable qu'en 2026, plus de 150 ans plus tard, nous débattions encore de ce que cela signifie. Je ne peux pas vous dire quoi croire. Personne ne le peut. Mais je peux vous montrer comment enquêter, comment examiner les preuves, comment évaluer des interprétations concurrentes, comment penser de manière critique face aux récits officiels et aux théories alternatives. Et cela, plus que toute réponse définitive, c'est ce qui compte. Car que la vérité soit un développement urbain, une catastrophe naturelle ou quelque chose entre les deux, il y a une leçon à tirer. Les récits peuvent être contrôlés. Mais les preuves physiques persistent. Les bâtiments sont des témoins. Les photographies sont des archives. Et vous avez accès aux deux. Les experts ont leurs explications. Les théoriciens alternatifs ont leurs interprétations. Mais vous, vous avez des yeux. Parlons de ce que vous pouvez faire de cette information. Parce que la prochaine étape n'est pas de me croire, moi, ni les historiens, ni les théoriciens du déluge de boue. La prochaine étape est d'enquêter par vous-même. Et je vais vous montrer exactement comment faire. Vous avez vu les villes. Vous avez examiné les photos. Vous avez entendu les interprétations contradictoires. Maintenant, je veux que vous imaginiez quelque chose. Et si la preuve la plus importante de cette histoire ne se trouvait ni à Boston, ni à Istanbul, ni à Saint-Pétersbourg, et si elle se trouvait dans votre propre ville? Car voici ce que j'ai découvert en partageant cette enquête avec d'autres. J'ai commencé à recevoir des messages. Des centaines, du monde entier, Lisbonne, Porto, Rio de Janeiro, São Paulo. Chaque message disait essentiellement la même chose. Je vois ça ici aussi. Des fenêtres de sous-sol enterrées 1,50 m sous le niveau de la rue. Des portes qui mènent à des pièces souterraines. Des bâtiments du 19e siècle avec des étages entiers sous terre. Et personne ne remet cela en question. Personne ne demande pourquoi. Parce que nous supposons que cela a toujours été comme ça. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et vous pouvez le prouver par vous-même. Voici votre kit d'enquête. 5 étapes simples que tout le monde peut suivre. Pas besoin d'un diplôme en histoire. Pas besoin d'accès à des laboratoires archéologiques. Vous avez juste besoin de vos yeux et de curiosité. Étape 1. Examinez l'architecture de votre ville. Promenez-vous dans les vieux quartiers, construits entre 1750 et 1850. Cherchez des fenêtres de sous-sol qui se trouvent 1 à 3 mètres sous le niveau actuel de la rue. Cherchez des portes menant à des espaces souterrains. Cherchez des différences de niveau entre les vieux bâtiments et les rues modernes. Prenez des photos. Mesurez les profondeurs. Notez les adresses. Car voici ce qui se passe quand on commence à prêter attention, on voit ça partout. Des bâtiments qui ont clairement été conçus avec une entrée au niveau de la rue, mais dont cette entrée est désormais enterrée. Des caractéristiques architecturales décoratives, des sculptures ornementales, des ouvrages en pierre élaborés, tout cela à 2 mètres sous terre. Pourquoi décorer l'extérieur d'une cave? Personne ne décore les caves. On décore ce que les gens voient, et pourtant, ces décorations sont enterrées. Étape 2. Visitez les archives historiques locales. La plupart des villes ont des archives municipales accessibles au public. Cherchez des registres de développement urbain du 19e siècle. Cherchez spécifiquement de la documentation sur le surélèvement des rues, les projets de drainage, les modifications d'assainissement. Et voici ce que vous cherchez, des dates, avant et après, des photos de chantier s'il en existe,
Des rapports d'ingénierie expliquant pourquoi les rues ont été surélevées de 6 à 15 pieds, soit 1,80 m à 4,50 m. Car si l'explication conventionnelle est correcte, ces registres devraient exister. Boston les possède. Istanbul les possède. Toute ville ayant délibérément surélevé ses rues pour améliorer l'assainissement devrait disposer d'une documentation contemporaine. Mais la question est la suivante. Toutes les villes possèdent-elles cette documentation ? Ou existe-t-il des villes avec des bâtiments enterrés mais sans aucun registre de surélévation des rues? Cette différence est capitale. Étape 3. Accéder aux collections de photos en ligne. La Bibliothèque du Congrès a numérisé des milliers d'images des années 1850 à 1900. Les archives nationales européennes ont fait de même. Cherchez des photos historiques de votre ville, ou de n'importe quelle ville qui vous intéresse. Comparez les images anciennes avec ce que vous voyez aujourd'hui. Cherchez des bâtiments qui existent dans les deux cas. Notez les différences de niveau. Voyez si vous pouvez identifier des preuves de construction autour des bâtiments existants, ou des preuves d'excavation. Car c'est là que cela devient fascinant. L'interprétation des mêmes photographies change selon ce que vous cherchez. Si vous cherchez une surélévation des rues, vous voyez des ouvriers en train de surélever les rues. Si vous cherchez une excavation de récupération, vous voyez des ouvriers creuser autour de bâtiments préexistants. La preuve visuelle ne résout pas le débat, elle l'amplifie. Étape 4. Comparez les interprétations. Ne vous contentez pas de lire l'histoire conventionnelle. Ne vous contentez pas de lire la théorie alternative. Lisez les deux. Lisez les arguments académiques des archéologues qui expliquent le développement urbain comme une planification délibérée. Ensuite, lisez les interprétations de la communauté du déluge de boue qui voit les mêmes caractéristiques comme la preuve d'une récupération après une catastrophe. Examinez les preuves citées par les deux camps. Demandez-vous, quelle interprétation correspond le mieux aux faits observables? Mais, et c'est crucial, posez cette question pour les deux interprétations. N'acceptez pas d'affirmations sans vérification simplement parce qu'elles viennent de sources conventionnelles. Et n'acceptez pas d'affirmations sans vérification simplement parce qu'elles défient les récits établis. Étape 5. Faites preuve d'esprit critique. Exigez des preuves pour toutes les affirmations. Toutes. L'archéologie conventionnelle dit que les rues ont été surélevées pour l'assainissement entre 1750 et 1850. Demandez, où sont les registres contemporains? Où sont les rapports d'ingénierie? Où sont les photos du processus de construction? La théorie du déluge de boue affirme qu'une catastrophe mondiale a enterré des civilisations vers 1850. Demandez, où est la preuve géologique? Où sont les couches de dépôt de boue dans les registres sédimentaires? Où sont les récits contemporains d'une catastrophe d'une telle ampleur? Les deux interprétations doivent satisfaire aux normes de preuve. Les deux doivent répondre aux questions difficiles. Et vous avez le droit de poser ces questions. Car voici ce que j'ai réalisé au cours de cette enquête. Peu importe si vous croyez à la théorie du déluge de boue. Peu importe si vous acceptez l'explication conventionnelle du développement urbain. Ce qui compte, c'est ceci. Vous avez accès aux mêmes preuves que moi, que les historiens, que les théoriciens alternatifs. Les bâtiments sont toujours là. Les photos existent toujours dans les archives. Les registres historiques sont, dans la plupart des cas, accessibles au public. Le mystère est à vous de le résoudre. Parlons maintenant de deux interprétations de ces preuves. Car la justice exige de présenter les deux honnêtement. L'explication conventionnelle dit ceci. Entre 1750 et 1850, de nombreuses villes européennes et américaines ont fait face à des crises sanitaires. Des rues mal drainées entraînaient de l'eau stagnante. L'eau stagnante entraînait des épidémies de choléra. Le choléra tuait des milliers de personnes. La solution fut de surélever les rues d'1,80 m à 4,50 m pour améliorer le drainage. Boston a documenté cela méticuleusement. Registre d'urbanisme, rapport d'ingénierie, récits contemporains, photos du processus de construction. Les caractéristiques architecturales enterrées ne sont pas un mystère, disent-ils. Elles sont le résultat attendu d'un développement urbain délibéré. On a d'abord construit le bâtiment, puis on a surélevé la rue. Ce qui était autrefois le rez-de-chaussée est devenu le sous-sol. Cette explication a de la documentation. Elle a un précédent historique. Elle a la simplicité logique en sa faveur. L'explication alternative dit ceci. Et si la documentation présentait la récupération comme du développement? Et si un événement catastrophique vers 1850, un déluge de boue mondial ou une catastrophe similaire, avait enterré des caractéristiques architecturales existantes? Et si les autorités,
pour des raisons sur lesquelles nous ne pouvons que spéculer, avaient représenté les efforts d'excavation et de récupération comme des projets de surélévation des rues. La théorie du déluge de boue souligne la cohérence du schéma. 1 à 3 mètres de profondeur d'enfouissement dans des dizaines de villes sur différents continents. Des éléments architecturaux décoratifs enterrés qui n'ont aucun sens en tant que décoration de sous-sol. L'échelle du prétendu développement urbain, 2 à 5 mètres de surélévation dans des pâtés de maisons entiers. Cette explication exige des preuves extraordinaires qui, selon le consensus scientifique, n'existent pas. Pas de couche géologique mondiale de boue. Pas de récit contemporain d'une catastrophe de cette ampleur. Mais elle pointe des anomalies visuelles qui sont difficiles à ignorer une fois qu'on les a vues. Votre tâche. Examinez les preuves. Évaluez quelle interprétation correspond le mieux aux faits observables. Appliquez le rasoir d'Occam, le principe de l'explication la plus simple. Mais appliquez-le honnêtement. L'explication la plus simple est-elle toujours la bonne? Ou parfois la vérité est-elle complexe? Exigez des preuves, pour les deux interprétations. Car voici ce que cette enquête m'a appris. Que vous croyez à un déluge de boue littéral ou au développement urbain documenté, une vérité demeure. Il y a un pouvoir dans le questionnement. Il y a du pouvoir dans l'investigation indépendante. Il y a du pouvoir à ne pas accepter les récits simplement parce qu'ils sont conventionnels, ou simplement parce qu'ils sont alternatifs. Voyez les choses ainsi. Les bâtiments sont des témoins. Les bâtiments ne mentent pas. Les bâtiments ne réécrivent pas les récits pour s'adapter à des agendas politiques. Les bâtiments existent simplement, avec toutes leurs caractéristiques architecturales intactes, attendant que quelqu'un y prête attention. Pendant 170 ans, la plupart des gens sont passés devant des fenêtres de sous-sol enterrées sans se poser de questions. Ils ont supposé que cela avait toujours été ainsi. Ils ont supposé que quelqu'un en autorité aurait enquêté s'il y avait quelque chose d'important. Mais et si personne n'avait enquêté parce que personne n'a posé de questions? Et si l'acte de questionner était, en soi, l'essentiel? Voici le lien avec la résilience que je veux que vous considériez. Que cette histoire concerne une catastrophe littérale ou un effacement historique métaphorique, la leçon est la même. La vérité persiste dans l'architecture. La vérité persiste dans les preuves physiques qui survivent au contrôle narratif. Les civilisations peuvent tomber, les registres peuvent être perdus ou réécrits. Les récits officiels peuvent cadrer les événements de manière à servir des intérêts particuliers. Mais les bâtiments demeurent, les photographies demeurent, les preuves physiques demeurent, et vous avez accès à ces preuves. Vous n'avez pas besoin de la permission d'historiens académiques pour examiner les bâtiments de votre ville. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de théoriciens alternatifs pour accéder aux archives photographiques. Vous n'avez besoin de l'autorisation de personne pour penser de manière critique à ce que vous observez. Vous avez le pouvoir d'enquêter. C'est une libération de l'acceptation aveugle des récits conventionnels, une libération du suivi aveugle des théories alternatives, une libération par la pensée indépendante et l'investigation fondée sur des preuves. Remettez en question les récits acceptés. Enquêtez de manière indépendante. Formez vos propres conclusions. Mais faites-le avec rigueur. Faites-le avec honnêteté. Faites-le en exigeant des preuves pour toutes les affirmations, pas seulement celles qui remettent en cause vos croyances préexistantes. Je vous ai montré des bâtiments enterrés à Boston, Istanbul, Saint-Pétersbourg, Berlin. Je vous ai montré des photographies du 19e siècle documentant des caractéristiques architecturales à 1 ou 3 mètres sous le niveau de la rue. Je vous ai montré 2 interprétations. Le développement urbain documenté contre la théorie du déluge de boue catastrophique. Je vous ai donné des outils d'investigation. 5 étapes pour examiner les preuves dans votre propre ville. Maintenant, que voyez-vous quand vous regardez ces villes? Voyez-vous un urbanisme délibéré pour améliorer l'assainissement, documenté dans les archives historiques? Ou voyez-vous des preuves de relèvement après une catastrophe, présentées comme du développement pour cacher quelque chose de plus grand? Voyez-vous des fenêtres de sous-sol qui ont toujours été des fenêtres de sous-sol? Ou voyez-vous des fenêtres au niveau de la rue qui ont été enterrées? Voyez-vous une décoration architecturale qui, inexplicablement, orne des caves souterraines? Ou voyez-vous une décoration qui a été conçue pour être vue au niveau de la rue? La réponse n'est pas en moi. Elle n'est pas dans les livres d'histoire conventionnels. Elle n'est pas dans les communautés en ligne de théories alternatives. La réponse se trouve dans les preuves. Et dans votre volonté de les examiner honnêtement. Voici ma promesse finale. Je ne vous ai pas demandé de croire en quoi que ce soit. Je vous ai demandé d'enquêter. Il y a une différence. La croyance exige la foi. L'investigation exige des preuves. Je vous ai montré les preuves. Je vous ai donné les outils.
Le reste dépend de vous. Récapitulons ce voyage. Nous avons commencé par un mystère mondial, des bâtiments enterrés dans des dizaines de villes à travers le monde. Nous avons examiné les preuves, photographies historiques, registres d'archives, anomalies architecturales. Nous avons exploré les implications sociales, qui contrôle les récits historiques, qu'est-ce qui est caché à la vue de tous, et nous avons terminé par l'autonomisation. Vous avez accès aux mêmes preuves, vous avez le pouvoir d'enquêter. Le message central que je veux que vous reteniez est simple. On dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais l'architecture est écrite par les bâtisseurs. Et les bâtiments sont toujours là, racontant une histoire que personne ne peut effacer complètement. Que vous croyiez au déluge de boue ou au développement urbain, une vérité demeure. Vous avez le pouvoir d'enquêter. Les bâtiments sont toujours là. Les photographies existent toujours. Le mystère est à vous de le résoudre. Et voici quelque chose qui mérite d'être pris en considération. Ce n'est pas le seul mystère caché à la vue de tous. Il y a des motifs partout, attendant que quelqu'un pose les bonnes questions. Des forteresses en étoile à l'architecture militaire avancée qui précéderaient supposément les civilisations connues. Des cartes anciennes montrant des continents qui n'auraient pas dû être découverts. Des artefacts hors contexte qui défient les chronologies établies. L'histoire officielle a des réponses pour tout cela. Les théories alternatives ont des interprétations différentes. Et vous avez des yeux. Maintenant, c'est votre tour. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui remet en question les récits conventionnels. Commentez ci-dessous. Quelle architecture enterrée existe dans votre ville? Quelles anomalies avez-vous vues mais jamais questionnées?